Salut mes amis, bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée aux actions du secteur pharmaceutique. Je fais la vidéo un peu refresh d'il y a un an et demi ou 2 ans, je ne sais plus même quand je fais la dernière vidéo sur ce secteur. Et au début, je voudrais vous faire une petite introduction pourquoi moi je trouve ce secteur particulièrement intéressant de suivre systématiquement. Surtout pour ceux qui veulent devenir rentiers avec la bourse ou bien constituer un patrimoine sur les marchés financiers. Le secteur pharmaceutique a une particularité, donc c'est un secteur défensif. Donc nous savons tous parfaitement que voilà, on est de temps en temps malade et ça va durer. Malheureusement, heureusement, je ne sais pas, mais que ce secteur aura toujours de la demande. Et en plus, ce secteur dont les produits sont souvent couverts par les assurances, des assurances maladie dans les pays développés. Et donc, évidemment, il est intéressant de point de vue d'investissement à long terme, voire un investissement à très long terme. Donc je pense que si on voulait constituer un portfolio qu'on appelle parfois all-weather portfolio, c'est un concept qui a été créé si je ne me trompe pas, par Ray Dalio. Donc en gros, c'est le portefeuille qu'on peut garder quel que soit le temps en bourse, en fait, s'il y a une crise, pas crise. Donc le portefeuille qui offre une performance suffisante, quelles que soient les conditions économiques. Je pense que les pharmaceutiques auraient pris une grosse place dans ce portefeuille. Donc c'est pour ça, je pense que ce secteur, il faut absolument suivre si vous voulez investir régulièrement, surtout si vous voulez avoir un portefeuille équilibré du point de vue risque. Avant de commencer de parler de ce secteur, n'oubliez pas s'il vous plaît mettre un like, c'est très important pour me motiver de faire ces vidéos sur le secteur et décortiquer les différentes valeurs. Pour vous c'est juste un clic, pour moi c'est super important, je vous le rappelle, désolé, c'est très important pour les algorithmes YouTube. Donc aujourd'hui j'ai préparé une liste assez longue des actions de ce secteur pharmaceutique. Je ne suis pas sûr que je vais pouvoir passer toutes les actions en revue, mais en tout cas on va faire le maximum. En fait, j'ai fait cette sélection à partir de vos commentaires sur ma chaîne Telegram que je vous invite à rejoindre, et je vous rappelle également que je propose un abonnement premium sur mindthecash.fr où je présente tout un tas de screeners, et je suis en train de travailler sur 2 nouveaux screeners d'ailleurs, des semi-conducteurs et 2 secteurs pharmaceutiques, et dont le dernier nous allons étudier aujourd'hui. Voilà, donc si vous voulez me rejoindre avec mon projet Mind the Cash, vous avez toutes les informations à la description à cette vidéo. Et pour finir sur cette introduction, un autre point que je trouve extrêmement positif par rapport au secteur de pharmaceutique, c'est que le coût d'erreur d'investissement, on fait tous des erreurs, on est humain, il est très faible. Je vous explique ce que je veux dire. Imaginons, je pense qu'avec beaucoup de personnes ça s'est déjà passé, vous avez fait un mauvais choix en bourse. Donc vous avez investi dans une valeur, elle commence à baisser. Okay. Donc si vous avez investi dans une valeur technologique, probablement la technologie qu'ils proposent ne trouve pas d'acheteur, donc c'est pas suffisamment intéressant, ou bien ils n'ont pas réussi de fournir la qualité de produit suffisante. Sur les pharmaceutiques, évidemment ici je parle que de Big Pharma, ce qu'on appelle les grandes sociétés pharmaceutiques diversifiées, c'est pas pareil. Si vous avez investi au mauvais moment, par exemple dans l'action de Sanofi, et du coup il commence à baisser parce qu'il y a une crise qui s'est déclenchée, vous avez 2 choix. Soit vous prenez votre perte, soit vous attendez, vous restez patient si vous n'avez pas besoin de votre argent immédiatement. Ce que je conseille d'ailleurs quand vous investissez en bourse, d'investir l'argent que vous n'avez pas besoin immédiatement. Et donc si vous avez respecté cette règle, dans ce cas-là vous pouvez vous dire ah, tiens je vais attendre parce que de toute manière c'est une valeur de qualité et elle va revenir à l'équilibre, au moins je pourrais récupérer ma mise. Eh bien, avec les actions de pharmaceutique, vous avez toutes les chances que ça se passe comme ça. Tandis que dans les autres secteurs, je suis beaucoup plus sceptique. Même les secteurs des GAFAM, si vous voulez, donc on a vu ce qui s'est passé avec Meta, ex-action Facebook, vous pouvez voir que même les géants des secteurs ont souvent des problèmes, tombent souvent dans les turbulences. Par exemple, aujourd'hui, c'est Google qui, bon, Google, je ne veux pas non plus lancer le débat éternel, dans l'intelligence artificielle, Google semble perdre en tout cas le momentum vis-à-vis Microsoft, et s'ils perdent, finalement, c'est pas mon avis, donc, mais on va imaginer, donc dans ce cas-là, effectivement, ça sera pas la même chose pour Google.
Pour les secteurs pharmaceutiques, il y a des subtilités, mais globalement, les choses se passent beaucoup mieux. Donc vous n'avez pas normalement ce type de risque technologique, si vous voulez, mais en tout, vous avez le risque de pipeline, ce qu'on appelle. Parce que ce qui est très important, c'est de suivre le pipeline d'une entreprise. Je sais que c'est un peu pénible, vous n'allez pas, en pratique, je suis persuadé qu'il y a très peu d'investisseurs qui vont aller creuser le bilan, regarder le pipeline, quel est dans quel stade, quel médicament, il est dans quel stade d'approbation. Mais si vous voulez par exemple investir dans les biotech, c'est ça qu'il faut faire. Pour les grandes pharma, déjà, vous avez sécurisé. Parce que même si un de leurs produits ne fonctionne pas, ils ont toujours d'autres produits qui fonctionnent. Parfois, il y a des bémols, comme un petit peu c'était avec Bayer, on va en parler tout à l'heure, mais ça, c'est relativement rare et ce sont des risques qui sont, comme on dit, diversifiables. Donc, ça veut dire que vous avez un panier d'actions pharmaceutiques, vous pouvez dormir tranquille, ne pas se préoccuper des risques qui sont spécifiques, qui peuvent arriver avec une société en question. Donc voilà, c'est une petite introduction qui, j'espère, va vous donner le goût au secteur pharmaceutique, qui est structuré de manière suivante. En fait, je vois 3 segments. Peut-être qu'il y en a plus, mais je vais un petit peu simplifier. Donc le premier, c'est les big pharma, ce que j'appelle. Donc c'est les sociétés qu'on connaît tous. C'est les grands noms, comme Bayer, Sanofi, comme Roche Holding, comme Novartis, etc., etc. Ensuite, il y a les biotech. On rentre dans les biotech qui peuvent être classés aussi en 2 catégories, sous-catégories cette fois. Donc les grandes biotech, il n'y en a pas tant que ça d'ailleurs, on va essayer de regarder quelques-unes, et après il y a des petites et moyennes biotech, et elles sont très dépendantes de leur pipeline. D'ailleurs, le pipeline, c'est quoi? C'est le planning, si vous voulez, des produits qui sont, par exemple, sur la stade de recherche, d'autres dans la stade de commercialisation. Après, chaque produit, quand il est proposé par une société pharmaceutique, il passe certains stades d'approbation par le régulateur gouvernemental. Aux États-Unis, ça s'appelle la FDA, Food and Drug Association, je crois. Et en fait, il autorise ou pas sortie d'un médicament, passage sur un autre stade ou finalement au consommateur final. Bref, voilà, donc là vous devez suivre le pipeline vraiment uniquement si vous investissez dans les biotech bien précises. Si vous investissez dans Sanofi, vous n'avez pas besoin de suivre au quotidien le pipeline de Sanofi, c'est juste nonsense. Mais vous pouvez évidemment, si vous voulez miser une grosse somme sur cette entreprise, et surtout si elle représente un poids important dans votre portefeuille, vous pouvez quand même vous intéresser au pipeline, regarder quelles sont les perspectives pour choisir est-ce que ça sera Sanofi, ou est-ce que ça sera Merck, ou est-ce que ça sera Bayer, ou peut-être une autre entreprise qui est un peu plus prometteuse en fait de point de vue de son pipeline justement. Voilà, c'est fini pour le blablabla traditionnel de Pavel au début de la vidéo, et on va passer au concret. On va regarder d'abord Sanofi comme d'habitude. Il s'agit de l'analyse rapide, donc ne me critiquez pas trop si jamais j'ai raté des détails. Je connais pas tous les dossiers par cœur, il y a un certain dossier dans lequel je suis investi, j'essaie de le dire. Dans d'autres, je ne suis pas investi, donc voilà, je fais au mieux. Je regarde l'analyse technique et je regarde l'analyse fondamentale. Alors, les marges. On commence toujours par regarder la situation, la profitabilité, la santé financière, etc., comme on fait d'habitude. Donc, nous fixons la marge de 70% presque, la marge brute, donc c'est pas mal. Après, la marge brute, c'est l'efficacité du business model. Grosso modo, il faut toujours comprendre de quoi on parle, parce que entre la marge brute et la marge nette, il y a tous les frais de structure, tous les salariés, etc., qui se rajoutent. En fait, la marge brute, c'est les produits, les coûts de produits par rapport aux revenus. Donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est le potentiel maximal dans le monde idéal, isolé, combien l'entreprise pourrait reporter. Donc c'est 70%, c'est énorme. Évidemment, ils vont jamais faire ça, parce qu'ils auront toujours des salariés, des coûts de structure, des bâtiments, etc., les investissements dans la recherche. Et la marge brute, c'est un point de départ de notre analyse fondamentale. Après, GoroFocus donne un chiffre consolidé, parce que c'est pour ça que je paye cet abonnement qui est super cher. Bon, pas uniquement pour ça, mais je trouve qu'en fait l'information, comment elle est présentée, c'est très pratique. Donc il vous donne une note 9 sur 10 sur la valeur Sanofi, donc c'est très très élevé. Je crois que 10 sur 10, je n'ai jamais vu. Et on voit que la ROIC, c'est celle que je regarde le plus, c'est la rentabilité des fonds propres, y compris la dette. Donc c'est à 9%. Très bêtement, si vous voulez, pour comprendre ce ratio, il faut le comparer à la rentabilité de l'investissement immobilier, si vous tenez compte de toutes les charges, toutes les dettes, machin, l'emprunt, etc.
Donc c'est très simpliste ce que je dis, mais c'est relativement vrai. Donc ROI, en fait, c'est un petit frère de ROIC. C'est plus brut, on va dire, parce qu'il ne tient pas compte de la dette, et c'est dommage. Donc du coup, vous pouvez pas... il vous manque une partie de l'information super importante. Et donc du coup, moi, je regarde toujours ROIC au lieu de ROE. C'est un petit peu comme au lieu de regarder le PER, je regarde les EV/EBITDA. D'ailleurs, j'ai commencé à faire des vidéos shorts en fait sur ma chaîne. Je sais pas si vous les avez déjà vues. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, parce que je trouve que c'est assez pratique. Tous les jours, je sors une petite vidéo d'une minute sur chaque ratio. Enfin, sur chaque, peut-être ça sera sur chaque dans quelques temps, mais en tout cas, j'essaie de me fournir cette information de manière très très brève, parce que certains me critiquent pour les vidéos longues. Et là, du coup, c'est pas long, c'est juste une minute. Je pense que ça va trouver un bon compromis, voilà. Alors à part ça, on voit que GoroFocus nous donne un Piotrowski F-score 8 sur 9, ça c'est vraiment très élevé, donc du coup la valeur elle est super intéressante. Piotrowski permet de regrouper les différents ratios fondamentaux, je crois pas techniques, mais en tout cas la santé financière, la profitabilité, l'endettement, la valorisation, donc c'est tout ensemble pour vous sortir une note, donc ça c'est assez puissant, même s'il n'est pas parfait ce ratio. Je le prends en considération avec les autres. Par exemple, GoroFocus aussi, eux, ils fournissent leur propre ratio, qui est similaire à Piotrowski, c'est sur la base de 100, donc du coup, pour Sanofi, c'est 90 sur 100, donc ça, c'est pas non plus négligeable. Voilà, nous allons maintenant regarder la valorisation, et là, on a que de bonnes surprises. On voit que Forward PE, donc c'est le PE ratio, mais qui se base sur les anticipations des earnings des analystes, c'est pas les derniers earnings dans le bilan, mais c'est les earnings qu'on anticipe, donc du coup c'est le ratio pour le futur. Il est à 10, bon 11 presque, donc c'est vraiment rien du tout pour une pharma. Mais franchement, je voudrais vous mettre en garde contre les conclusions rapides, c'est que Sanofi il était toujours comme ça, hein, depuis que je la regarde. Bon là maintenant c'est peut-être un peu particulièrement pas cher, mais il ne faut pas croire qu'elle était genre super chère comme les autres pharma avant. Donc elle était toujours bon marché, ça veut dire qu'il y a bel et bien des raisons pour ça. Bon, peut-être des raisons de recherche en France, peut-être des impôts, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle était toujours sous-valorisée par rapport à ses concurrents allemands ou surtout américains. Donc voilà, donc il faut toujours comparer par rapport à l'historique de ces ratios. Donc ça c'est vraiment super important comme paramètre. Price to sales, sur ce ratio, ça c'est par rapport au chiffre d'affaires, représente en fait la valorisation boursière représente 2 ans et demi de chiffre d'affaires, c'est correct. C'est pas très bon marché, mais c'est relativement bon marché. Je pense que c'est à peu près, pour les valeurs de cette qualité, je m'attendais toujours à peu près à 3, voilà, c'est juste en dessous de 3, quoi. Price to book, donc ça c'est pas très applicable pour ce type d'action. Voilà, mon cher EV/EBITDA, vous pouvez voir qu'il y a 8 en dessous de 10, franchement c'est là à la casse. Donc du coup c'est plutôt grâce à ce ratio que moi je considère cette valeur comme pas chère, et pas à cause de PER. Donc EV/EBITDA effectivement, et Forward elle est encore plus basse, mais donc elle est à peu près au même niveau que celle qui était réalisée pendant le dernier exercice. Mais on peut dire que c'est vraiment une action qui est vraiment bon marché. Donc on peut effectivement commencer à regarder pourquoi elle est tellement bon marché. Et là, c'est l'analyse technique qui devra nous aider pour faire cette analyse. Pourquoi j'adore TradingView pour faire l'analyse technique, notamment parce qu'il sauvegarde les anciens schémas que je dessinais, ça fait super longtemps, je crois que c'était pour la formation Option Invest que je l'ai fait à l'époque, ou pas, peut-être, je sais plus, mais ça me dit vraiment, c'est vieux ce marquage que vous voyez sur votre écran. Et donc, je vous disais que cette action, pour moi, elle est restée tout le temps dans le range. Et c'est ce qu'on voit à peu près, donc parce que ce range, il dure, bon, je sais pas, même si peut-être même avant. Et là, il a commencé en 2012, c'est incroyable, c'est presque il y a 11 ans, et on restait plus ou moins dans le même range, et on sortait pendant les grosses crises, deux ou trois fois, mais finalement, on restait toujours à peu près dans cette zone-là. Ok, je vais peut-être un petit peu changer, parce que c'est plus trop d'actualité. Et là, on voit, voilà, donc si je prends pas en compte les cas visiblement très exceptionnels, et donc là, on peut facilement trader le range, faire du range trading sur cette action. Et avant, dans ma dernière vidéo sur les pharma que je fais il y a 1 an et demi, je disais que pour moi, Sanofi c'est une action du trading. Bah justement,
grâce à ce comportement très range-bound, comme on dit. Et donc c'est relativement facile de détecter le niveau, c'est relativement facile de les trader, et avec un risque relativement faible. Et donc j'ai mis put et call, donc en gros c'est quand je ferai la stratégie short ou la stratégie longue, et vous voyez que si vous prenez les simulations du passé, dans beaucoup de cas vous gagnez avec cette stratégie. Mais même si vous êtes un investisseur long terme, je pense que cette action elle est quand même intéressante à garder dans le portefeuille, mais il faut juste être patient pour qu'elle revienne sur son niveau bas. Ça arrive pendant les crises, ça arrive pendant les mauvaises nouvelles au sein de l'entreprise, mais tôt ou tard, elle touche la zone par exemple de 75. Moi j'aime bien plus le range plus étroit, parce que sinon il faut parfois attendre plusieurs années, donc on aimerait bien quand même être plus actif, j'imagine. Bon, on veut pas être tous des traders, mais on veut quand même faire des transactions un peu plus souvent qu'une fois tous les 10 ans. Et ici, on voit que entre 75 et grosso modo 90, 100 dollars, 100 euros, pardon, vous pouvez déjà faire certaines choses super intéressantes. Voilà. Et donc, sur 75, on est assez loin. Aujourd'hui, on est plus dans la zone haute. Malgré la valorisation boursière, je vous dis encore une fois, elle était toujours pas chère cette action-là, et elle arrivait quand même rechuter à chaque fois sur ses supports. Donc c'est pour ça que je me précipite pas d'aller sur cette action immédiatement. Vous pouvez aussi voir que sur les RSI on n'est pas très bas, donc on est au juste milieu, donc c'est ni suracheté ni survendu, elle est à l'équilibre, et c'est ce qu'on voit justement sur votre écran. Je ne pense pas que c'est le moment de faire quoi qu'il le soit là-dessus, il faut être patient, à moins que vous connaissez un petit peu mieux que moi le dossier, et vous voyez du potentiel opérationnel en fait, que l'entreprise va éventuellement produire de nouveaux médicaments qui vont bouleverser le marché, etc. etc. Bon, moi je ne suis pas au courant de cette information, donc si vous êtes au courant, dans ce cas-là peut-être vous pouvez changer d'avis, vous pouvez dire que ce trend, on va dire horizontal, va être cassé de très long terme, hein. Parce qu'après il y a eu des trends plus locaux qu'on vous pouvez voir, mais le trend très long terme, il est quand même relativement horizontal, et sur cette action, moi je m'attendrais, et sans hésiter, je la prendrais à 75 euros l'action, et je traderais peut-être même les options long terme, ou bien prendre dans le POA une ligne Sanofi, pourquoi pas, ça c'est une très bonne chose. Je pense que la très bonne stratégie, ce que moi je ferais, et je pense que c'est peut-être je vais faire, c'est de accumuler en fait à chaque support et la garder tout simplement dans mon PEA pour le dividende, pour éventuellement une bonne nouvelle. D'ailleurs, vous savez que sur mindcash.fr, je propose aussi 3 portefeuilles modèles, bon, vraiment 2, parce qu'il y en a un que j'ai quasiment abandonné. Donc le premier portefeuille, c'est portefeuille PEA, c'est la vidéo de la semaine prochaine, d'ailleurs, inscrivez-vous si vous voulez ne pas la rater. Ensuite, Tranquille Biche, c'est un portefeuille pour ceux qui ne veulent pas prendre du risque. C'est bon, on est obligé de prendre du risque en bourse, mais qui veulent minimiser au maximum ce risque. Et avant j'avais un portefeuille rentier, mais je suis pas trop content en fait de ce portefeuille, parce que bon, c'est pas très intéressant je trouve, parce que l'investissement pour le dividende c'est trop boring pour tout simplement pour YouTube. Je veux être honnête avec vous, parce que ce que je fais ici c'est formateur, j'espère que c'est utile pour vos investissements, mais il faut que ça soit un petit peu aussi du comment dire, du show, vous voyez. Donc il faut que ça soit intéressant à regarder, suivre, etc. Parce que si on investit pour le dividende, ok, on achète, on oublie, voilà, on encaisse les dividendes, c'est un peu... Il n'y aura pas grand monde qui vont être intéressés de regarder ce genre de vidéos. Et je pense que je vais transformer ce portefeuille dans le portefeuille retraite. Parce que moi j'ai eu 40 ans, il y a pas... Bon, il y a un an. Là maintenant j'ai 41. Je pourrais mettre un objectif de faire un portefeuille pour ma future retraite. Ça peut être intéressant, je pense que pour pas mal de monde. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est utile. Je pense que ça va être un joli projet. J'espère qu'il va être différent de Tranquille Biche, parce que je trouve que c'est quand même l'objectif relativement faible, parce que quand on pense de la retraite, on ne veut pas non plus prendre trop de risques. Mais Tranquille Biche, c'est un petit peu... Le but, c'est d'aller au minimum du risque. Voilà. Voilà, donc si vous êtes intéressé, bah regardez sur les portefeuilles que je présente sur mindcash.fr, donc il a les lignes, vous pouvez suivre, chaque mois il y a un suivi. Voilà, donc pour Sanofi, je pense qu'on est tout bon, on a fait le tour, donc je suis plutôt positif, mais par contre pas à ce niveau-là. Bon, donc du coup c'est négatif presque, mais j'ai pas envie de dire négatif avec des fondamentaux comme ça. Vous voyez, parce que ben, quand on voit ces fondamentaux, c'est du lourd en fait quand même, hein. C'est que c'est surtout pas à shorter. Surtout pas. Bon, évidemment, je ne shorte pas Sanofi, ni à ce niveau-là, ni à 100 dollars, je ne veux pas la shorter.
Mais en tout cas, pour l'accumuler, moi je serais plus partant d'attendre un petit peu. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. La deuxième valeur que nous allons regarder aujourd'hui s'appelle Novo Nordisk. C'est une valeur danoise, si je ne me trompe pas. Bon, après, je ne sais pas pourquoi vous m'avez demandé de la regarder, parce que quand je regarde le graphique, ça me donne aucun envie de l'acheter. Donc on voit qu'un peu la progression du titre, c'est quand même impressionnant. Donc c'est la plus grosse valorisation boursière européenne dans le secteur de pharma. Je crois, je peux me tromper d'ailleurs, mais je ne vois pas plus grosse. En tout cas, on est largement au-dessus de tous les supports. Donc peut-être il y a un conflit, peut-être il y a des événements internes dans l'entreprise qui justifient ce mouvement, oui, c'est certainement le cas. Mais en tout cas, il faut comprendre, si vous voulez investir dans cette valeur, que le momentum elle est quand même hyper cher. Donc le fait qu'elle va continuer comme ça encore pour allonger son succès en boursier, il faut que ce soit quelque chose d'impressionnant. Est-ce qu'il a suffisamment de catalyseurs pour le faire? Ça, je ne peux pas vous dire. J'ai pas non plus envie de dire que voilà, cette action, il faut prendre les profits, il faut sortir ou il faut encore shorter, tout simplement parce que le graphique, il est très haussier. Bon, sais pas mon style, on va dire. Je pense que ça ne fait aucun sens de dire ça. Donc si ça monte, ça veut dire que les gens achètent, ça veut dire qu'il y a des fonds qui investissent, donc ça veut dire qu'il y a bel et bien une raison pour que cette valeur soit intéressante pour les investisseurs. Donc on va regarder les paramètres fondamentaux maintenant. Eh bien mes amis, je viens de vous dire que je n'ai jamais vu profitabilité 10 sur 10, et voilà un exemple. Voilà, désolé, c'était rapide de trouver finalement. Et pourquoi elle est tellement profitable? On va regarder ça tout de suite. Donc la marge brute, 84% presque, donc c'est encore plus que Sanofi. Déjà Sanofi c'était pas mal, là c'est encore plus. ROIC 28%, vous vous souvenez, 9 de Sanofi. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque part un problème, parce que Sanofi, il a une marge brute comparable à Novo Nordisk, et par contre la rentabilité n'a rien à voir, 28%, c'est vraiment de la folie. Ensuite, Piotrowski, bon la dette 31% des fonds propres, c'est vrai c'est pas cher, parce que souvent les sociétés pharmaceutiques sont endettées. Piotrowski F-score, elle est à 6 sur 9, mais c'est parce qu'elle est valorisée, j'imagine, trop cher. Et maintenant, on va jeter un œil sur la valorisation, et effectivement, là, ça n'a rien à voir, c'est pas Sanofi, ça. Donc on voit forward PE à 33 presque, donc et, PE actuel à 41, donc c'est vraiment beaucoup. Et EV EBITDA, c'est pas, je sais plus combien c'était chez Sanofi, 7 ou 8. On voit que c'est 29-30 presque, et forward elle est à 24, donc c'est cher, hein. Franchement elle est très très chère, et même si on tient compte des anticipations, des analyses, bon, je ne pense pas que je vais m'arrêter longtemps sur cette valeur, parce qu'elle est chère et à la fois et sur le graphique, et sur les fondamentaux. Comme ça on perd pas le temps, on passe tout de suite à des dossiers qui peuvent être plus intéressants. Vous m'avez demandé de parler de Roche Holding, c'est une de mes actions préférées, je sais, malgré le graphique. Et c'est là où je vais vous faire revenir à l'introduction que je fais tout à l'heure. C'est que ces valeurs de pharmaceutique, je les achète au fur et à mesure en fait. Pour moi, ce sont des positions certaines de ces valeurs, et Roche Holding en fait partie, de mon portefeuille long terme que je vais garder peut-être à vie. Donc c'est un objectif quand même assez ambitieux, mais dans tous les cas que j'ai prévu de garder très longtemps. Donc ces valeurs-là, pour être honnête, je ne les suis même pas dans mon portefeuille, donc du coup quand ça tombe, je regarde les news, j'achète, en fait, franchement, parce que ce sont des entreprises qui ont des avantages concurrentiels énormes, et surtout, Roche Holding particulièrement, donc du coup, c'est ce dossier que je connais beaucoup mieux, vu que je l'ai dans mon portefeuille, et ils sont sur tous les créneaux pratiquement, donc ils sont à la fois sur le créneau oncologie, qui est très porteur. Ensuite, ils sont sur le créneau des appareils médicaux, où il n'y a que des moites, en fait, c'est vraiment une mine d'or. Après, ils ont déjà des produits qui ont du énorme moite, qui sont vendus partout dans le monde. Donc c'est une entreprise qui a énormément, beaucoup de recherche et développement en interne. À long terme, cette entreprise qui représente très peu de risques. Après, évidemment, on peut se tromper toujours, et le Roche Holding va faire faillite, peut-être un jour, j'en sais rien. Mais une chose certaine que je peux vous dire, c'est que en Suisse, pratiquement tous les fonds de retraite, les gros fonds de gestion de fortune, ils ont Roche Holding parmi ses premières lignes. Donc c'est déjà un indicateur en quelque sorte. Donc c'est vraiment une valeur où tous les fonds sont investis.
Et pourquoi? Je pense qu'il y a quand même des raisons. Peut-être c'est parce que c'est une valeur de qualité. Mais c'est souvent des fonds qui évidemment qui misent à très long terme et qui souvent suivent grosso modo l'indice suisse de la bourse. Pourquoi je parle de la Suisse? Parce que j'en connais bien, donc j'ai travaillé pendant longtemps en Suisse. Et du coup, c'est quand même une des valeurs phares de l'économie suisse. Donc c'est Roche, c'est Novartis, Nestlé, UBS. Ça, ce sont les lignes des plus gros gérants de feuilles des SICAV suisses par défaut, quoi. Je n'ai pas non plus envie que mon avis domine en quelque sorte votre décision d'investissement. Pour moi, cette valeur avec laquelle je suis très confortable, peut-être pour vous, c'est pas le cas. Je rappelle toujours le principe d'investissement mind de cash, c'est qu'il faut être tranquille biche avec votre portefeuille. Moi, quand j'ai du Roche Holding, même s'il baisse, ça me dérange pas. Je peux vous citer d'autres valeurs qui sont dans le même cas, c'est Microsoft par exemple. J'étais dans une moins-value assez importante parce que j'ai une énorme position sur Microsoft. Il y a encore quelques temps, avant cette histoire de ChatGPT, etc., quand on était descendu à 220, 210 pour moi, c'était vraiment grosse. Mais ça me dérangeait, mais vraiment pas du tout. Vous savez, la petite position quelque part du trading me dérange beaucoup plus que cette énorme de position qui baisse sur Microsoft. Parce que ça fait partie également des valeurs un petit peu de même catégorie, sauf que là c'est de la tech et ici c'est de la pharma. C'est ma valeur chouchou, vous pouvez la voir comme ça, peut-être c'est pas la vôtre, il faut que vous trouviez la vôtre. Et voilà. Donc là, c'est vrai qu'elle a baissé, et je vous promets, je vous garantis que moi j'ai renforcé encore ma position autour de je sais plus combien, je crois que c'était à 266 ou 265 là. Elle peut baisser, oui, elle peut baisser, forcément. Donc dans ce cas-là, je vais encore augmenter. C'est pas un souci pour moi du tout. Et donc je suis même content presque. Je ne suis pas encore très vieux pour construire mon portefeuille avec des valeurs de cette catégorie. Voilà. On va quand même jeter un œil sur les fondamentaux. En fait, Roche Holding, il est tradé en deux versions. Moi, j'achète Rogue. C'est celle qui est sans droit de vote. Donc l'action sans droit de vote, elle coûte un petit peu moins cher. Donc du coup, vous pouvez vous permettre d'avoir une ligne plus importante. Donc c'est à vous de voir hein, si vous voulez aller voter à l'Assemblée Générale. Donc moi, ça ne m'intéresse pas spécialement. Voilà, on a vu tout à l'heure le graphique super baissier. Et pourtant, les fondamentaux sont toujours là. On est à 68% de la marge brute. On a profitabilité 9 sur 10. On a une debt to equity. Il y a plus de dettes. Mais encore une fois, peut-être c'est une bonne dette, vous voyez, parce qu'elle produit quand même pas mal de rentabilité. Regardez, ROIC, il est à 21%, bon, c'est pas comme Novo Nordisk, ok, mais c'est beaucoup plus que Sanofi, ça se rapproche plus de Novo Nordisk que Sanofi, et donc là, vous pouvez voir que donc, cette dette, évidemment, elle contribue positivement, visiblement, dans l'activité de cette entreprise. Piotrowski un petit peu plus faible, je pense que c'est à cause de l'endettement. Franchement, Piotrowski, c'est pas mon scoring préféré parce que je me souviens plus exactement, ça fait pas mal d'années que je l'ai regardé, mais il m'a pas satisfait parce qu'il ne tenait pas compte des éléments qui, moi, je trouve fondamentaux. Et je le regarde, donc du coup je le regarde, mais pas plus que ça. Donc sur Guru Focus Scoring, c'est 84 sur 100, donc c'est juste pour information. Franchement, les systèmes de scoring, c'est jamais une panacée, donc on peut les consulter, on peut éventuellement faire le premier tri en utilisant ces systèmes scoring, mais nous prenons jamais la décision d'investissement avec ce critère seul. Donc la valorisation elle est faible. Regardez, là sur le coup on a ROIC de 21%, et la valorisation qui se rapproche à Sanofi. Tandis que Sanofi, il avait le ROIC nettement inférieur. Et donc là, forward PE, c'est à 13. Ensuite, EV to EBITDA, on est aussi en dessous de 10 pour la version forward, et la version actuelle pour l'exercice en cours, c'était à 10, c'est rien du tout, c'est offert. Et c'est une entreprise quand même de la catégorie A, je crois que je l'ai même inclus dans la catégorie A récemment. Donc voilà, et à voir. Si vous trouvez qu'il y a un problème, si ça vous plaît pas le graphique, vous savez, pour moi, il me plaît même presque ce graphique, parce que ok, ça me permet de racheter encore de valeur. Parce que pour l'instant, je ne suis pas atteint encore ma cible, on va dire, de l'exposition, et je préfère les acheter à 260 que à 400 ou 500. C'est aussi simple que ça, et je suis assez content. On voit que sur les RSI, là, le niveau, il est très bas, on est dans la zone de survente. Et voilà. Je peux pas dire plus par rapport à Roche Holding. Oui, je l'achète. Moi, je l'achète. J'ai pas le droit de recommander quoi qu'il le soit. C'est à vous de voir. Vous devez trouver vos chouchous.
les valeurs, chacun a ses valeurs, des petites préférences comme ça. Moi, c'est peut-être joli. Voilà. Ensuite, on va voir une autre valeur aussi suisse, comme ça. Oula, c'est quoi ce top de graphique? On a vu il n'y a pas longtemps, j'avais l'action Novartis aussi dans mon portefeuille il y a pas longtemps, mais j'ai pris les profits largement au-dessus de ce cours. J'ai pris les profits autour de 100, je crois même. Je sais plus comment est-ce que c'était d'ailleurs. Bref, c'était l'année dernière quelque part. Est-ce que n'était, je ne sais plus exactement à quelle position je fermais, mais j'ai fait un profit, bon pas très gros, c'était dans les 8 ou 10% sur ma ligne, et moi je suis sorti parce que je crois que les fondamentaux n'étaient pas aussi bons pour Novartis, et là maintenant on va les rafraîchir dans la tête. Actuellement on a retombé, regardez, là on est là, ouf, là ça fait mal ça. Donc ici c'est un peu plus compliqué la situation technique, parce que vous voyez on a cassé un énorme, bon il y a visiblement quelque chose qui s'est passé. Bon, il faut que je travaille un peu mon graphique, parce que là, vous voyez mieux, parce que là, je croyais qu'on s'est arrêté là. Mais là, on a largement cassé la ligne de tendance. On l'a déjà fait plusieurs fois. Mais on a retombé directement sur le niveau de support. Par contre, le niveau de support assez puissant. On l'a vu quand... je vais peut-être enlever ce volume là, parce que c'est un peu embêtant. Quand est-ce qu'on a vu ce niveau de support? Donc on l'a vu en 2022, ensuite c'était en 2021, et pendant le Covid on est descendu jusqu'à 65. Ah bon, déjà on est à 74 aujourd'hui, et 65 le minimum de Covid. Je sais pas ce qui s'est passé avec Novartis. J'imagine que ça devrait être... Il faut que j'investigue, parce que ça commence à être assez intéressant. Vous voyez, c'est pratique parfois de faire ces vidéos rapides. Comme ça m'oblige de faire un tour un petit peu de toutes les actions. Et comme ça, parfois quand je rate les choses... Là, j'ai mis ma vidéo en pause pour regarder un petit peu plus les actualités sur Novartis. Et là, je pense que c'est ça le problème, en fait. Parce qu'il y a eu un truc au juge, je sais pas, au tribunal pour l'utilisation des droits sur des médicaments. J'ai pas trop suivi. Et là, dans cet article-là, mais c'est une analyse très brève que je suis en train de faire, donc peut-être il y a des nuances que je ne vois pas, que ça menace 300 millions de dollars de CA. En fait, il risque de perdre 300 millions de dollars de CA. On va tout de suite voir qu'est-ce que ça implique, parce que ça me paraît pas énorme pour une boîte comme ça. Donc du coup, c'est pas la peine de regarder maintenant les ratios, parce que visiblement il y a une actualité qui a fait chuter le titre. Et les ratios vont nous montrer quoi? Ils vont nous montrer que ce qui s'est passé dans le passé, quand on connaissait pas encore cette nouvelle, c'est pas forcément trop la peine. Mais ce que je vais regarder, c'est le chiffre d'affaires. Bon, attendez, peut-être je vais le regarder ici. Voilà, comme ça sur Investing vous avez tous accès, donc ça va être facile à regarder, vous allez voir où je cherche les infos. Donc les sales c'est dans le income statement normalement. Voilà les revenues. Ça c'est quoi? C'est en millions de dollars. Donc le chiffre d'affaires de l'année dernière, c'était plus annualisé, je vais voir. Donc ça c'est un million, donc c'était 50 milliards. Donc je voulais juger 300 millions. Est-ce que c'est beaucoup ou pas? Moi, ça me paraît pas énorme. Hein. Bon, après, encore une fois, je vois pas tout, peut-être. Parce que peut-être il y a d'autres implications, peut-être il y a des amendes, peut-être j'en sais rien quoi, peut-être c'est pas le seul problème. Mais en tout cas, ça me paraît un peu exagéré en fait. Donc du coup, pour casser ce niveau-là, probablement c'est une opportunité. Et en plus, pour ceux qui sont avec moi dans le club d'options, je pense que commencer à vendre les poutres sur le plus bas du Covid, c'est pas débile hein, comme idée. Donc, mes amis, ceux qui sont avec moi dans Club Option Invest, je pense que on va peut-être avoir du boulot avec vous. Ça y est, donc là, je pense qu'on a vu Novartis. Maintenant, c'est déjà c'est intéressant. Vous voyez, ça fait toujours un plaisir de regarder un peu les trucs comme ça.
Si on commence à parler des soucis, je vais vous présenter Johnson & Johnson. Vous avez jamais entendu parler, j'imagine, de cette entreprise. C'est une blague, bien sûr. En fait, Johnson & Johnson, j'ai failli dans mes abonnements premium proposer dans un des screeners de sélection des valeurs Tranquille Biche, d'ailleurs en plus, cette valeur-là. Et heureusement que je me suis aperçu qu'il y avait un souci. Et ces soucis, je suis en train de travailler sur un article pour mon blog, pour décrire un petit peu le cas de Johnson & Johnson. Le souci il est quand même assez grave parce que il y a des soupçons que les produits de Johnson & Johnson pour les enfants, Johnson Baby, ils ont provoqué le cancer. Après, bon, évidemment, je connais pas tous les détails médicaux, bon bref. Mais ça, c'est super grave, vous imaginez ce que ça peut faire. Ça peut faire la même histoire comme Bayern, qui était quasiment mis à plat à cause de l'histoire de Roundup, vous savez, de produits de traitement de je sais pas quoi, de gazon, je sais pas quoi, qui a produit justement des effets de cancer. Ils ont pris En fait, ils ont acheté une société Monsanto qui avait ce produit Roundup. Et finalement, ce produit a été, on va dire, jugé comme une cause probable de cancer, et de nous payer des choses, mais absolument stratosphériques. Et ça peut arriver, malheureusement, dans le secteur de pharma, mais encore une fois, ces risques sont diversifiables. Si vous avez, par exemple, acheté toutes les pharma que nous allons voir dans cette vidéo, vous avez plus ce risque. Donc, voilà, donc il faut faire... bon, vous avez plus ce risque si vous avez ce risque, mais... ce risque diminue au fur et à mesure que votre diversification augmente. Voilà, donc ça c'est le point que je voulais juste vous mettre en avance. Et j'ai failli de tomber moi-même dans ce piège. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, dans les abonnements premium, tous les mois, je publie les idées d'investissement pour 4 profils d'investisseurs, selon moi, encore une fois. Ce sont mes 2 valeurs chouchous, en général il y en a 2. Après pour POA, pour ceux qui cherchent les dividendes et ceux qui sont tranquilles biches, qui veulent prendre moins de risques. Et donc du coup, quand j'ai vu Johnson & Johnson tomber comme ça, je dis waouh, c'est une valeur magnifique que je rêvais toujours d'avoir dans mon portefeuille. À chaque fois, elle était un peu chère. Et finalement, je la vois au prix super intéressant, mais par contre, malheureusement, attrape-souris, c'est le fromage gratuit, comme on dit dans le... Ça n'existe pas malheureusement, donc il y avait bel et bien raison, j'ai refait l'analyse, du coup j'ai annulé cette idée d'investissement, et finalement j'ai passé sur autre chose, sur des choses, ceux qui ont l'accès à l'abonnement premium, vous pouvez voir ceux que j'ai sélectionnés pour le mois de mars. Voilà, grosso modo pour Johnson & Johnson c'est une histoire dangereuse, donc on peut regarder sans arrêt tout ce qu'on veut, sur les ratios, etc., mais ça va pas être d'actualité parce que de toute manière... En fait, j'ai investigué un petit peu plus, et je vais vous expliquer dans l'article que je vais publier sur Johnson & Johnson, c'est que cette histoire de Johnson's Baby, c'est pas nouveau. Mais par contre, récemment, ils ont essayé de séparer l'activité qui avait un problème de ce médicament dans une entité à part, et ça fait énormément peur du marché, parce que ça veut dire qu'il y a pour de vrai quelque chose. Et je pense que c'est le cas. Donc vous voyez, donc les ratios ici sont magnifiques. Vous avez 91 sur 100 Guru Focus Score, profitabilité au top, donc tout est au top. Donc ROIC est bon, bref, il n'est pas cher, donc on a l'impression qu'il faut acheter. Mais encore une fois, tout ça c'est d'actualité uniquement si cette histoire ne donne pas de la suite. Et ça ne remet pas en cause quasiment les remèdes. Ça c'est bien plus dangereux, j'ai l'impression, que l'histoire de Novartis. Si le problème de Novartis c'est ça, que j'ai trouvé vite fait comme ça en mettant en pause, s'il y a peut-être autre chose, dans ce cas-là, je vous laisse étudier, mais en tout cas ça me paraît bien plus grave l'histoire de Johnson & Johnson que ça. Maintenant, vu qu'on a parlé de Bayern, je l'ai dans mon portefeuille, et c'est une histoire de retournement que j'ai acheté il y a longtemps, ça fait plusieurs années que je l'ai. Et cette histoire que je vois, parce que je l'ai acheté justement après Monsanto, mais les conséquences étaient encore là. Et mon pari, c'était que une boîte d'une telle ampleur, on va dire, devrait pouvoir s'en sortir de cette histoire. Et là, je pense qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin de la fin. On peut faire déjà tourner la page, même si c'est difficile parce qu'il s'agissait vraiment des sommes importantes. Et on peut commencer à accumuler l'action Bayern. Donc on peut, juste pour vous montrer à quel point c'était
C'était une catastrophe. Voilà, c'est sur ce graphique-là, peut-être que je vais vous montrer. Donc là, il a tombé dans l'histoire de Monsanto. Il a tombé, c'était ouais, justement, c'était dans le saison-là, dans 2015-2016, vous voyez, ça fait longtemps. Il a perdu 70% pour une top valeur allemande de sa valorisation boursière. Imaginez que par exemple Sanofi ou Total fasse ça. Bon, Total c'est plus facile à imaginer parce que c'est du pétrole, mais par exemple c'est une valeur qui est considérée comme tranquille, c'est quand même chaud. Hein. Donc voilà, et cette valeur-là, du coup moi je l'ai acheté de tour de 52. En fait j'avais plusieurs positions, je crois que j'avais une à 48 et une autre que j'ai pris à 52, quelque chose comme ça. Voilà, et je l'ai toujours. J'ai pas un gros profit pour le moment comparé à la durée que je la garde, donc c'est pas encore assez. On va quand même jeter un oeil sur les fondamentaux de Bayer, donc vous pouvez tout de suite voir que c'est pas pareil, donc l'image fondamentale n'est pas du tout la même. Donc on a la marge brute de 61%, on a la Forward PE8, elle est pas chère parce qu'il y a justement des bonnes raisons pour ça. La rentabilité elle est proche de celle de Sanofi, donc vous voyez que 5-6% presque. EV et EBITDA, donc les bons marchés. Bon, c'est pour ça, non, les bons marchés, mais par contre, encore une fois, c'est pas les mêmes perspectives. La société qui a été quand même endommagée par cette histoire qu'il a emportée. Pourquoi je parle aujourd'hui de Bayer très rapidement? Parce que justement pour vous montrer l'importance des histoires aussi internes de chacune de pharma. Donc si par exemple aujourd'hui on investit dans Johnson & Johnson, elle peut suivre le même chemin. Si jamais l'histoire de Johnson's Baby se confirme et ils sont obligés de payer des, je sais pas, ça peut vraiment, ça peut risquer de faire faillite, même si je crois pas, je pense qu'il va être sauvé. Mais dans un pire de scénario, il peut être vraiment, vraiment pire. On va passer maintenant sur une autre valeur. C'est quoi? C'est Lilly. Lilly, voilà. Mais encore une fois, ça, un peu comme pour Novo Nordisk, je suivi cette valeur, elle a fait des profits énormes. Mais par contre, là, elle monte depuis déjà un certain temps, c'est quand même assez impressionnant. Donc depuis, c'est quoi ça? C'est quel... Ah oui, pardon, ça c'est vraiment... c'est très long terme, j'ai pris un peu trop long terme, 1977. Alors, vous voyez, le projet Mind de Cash, c'est vraiment du long terme. Donc là, on va revenir dans la réalité, donc ce sera depuis un an. Mais déjà sur une période plus récente et toujours quand même très lointaine, on voit que de la hausse sur cette valeur. C'est quand même assez quand même impressionnant. Hein. C'est une valeur vraiment hyper méga fiable. Donc vous imaginez par exemple investir la 77, elle est à 318, entre temps vous avez reçu des dividendes. C'est du costaud hein, cette valeur-là. Et en plus comment on l'a fait pendant le Covid? C'était quand le Covid devant 2020? Du coup, il est descendu à 130. Là, il est à 318, donc il fallait l'acheter. Un bon conseil, n'est-ce pas, qu'il fallait acheter pendant le Covid. Mais bon, voilà, donc ça, c'est une valeur top des tops. Donc on va peut-être avoir un autre 10 sur 10 aujourd'hui. Qui c'est? Ellie. C'est ça? Je sais plus comment elle s'appelle. Je crois que c'est LLE, le ticker. C'est comme ça qu'on devient fou, quand on commence à connaître tous les tickers par cœur. Novo Nordisk qui était avait la marge la plus importante. Ici le ROIC il est à 21%, c'est un peu comme Roche Holding. Piotrowski 7 sur 9, c'est sympa. Et ensuite la valorisation, bon, elle est extrêmement chère. Et la valorisation est la même que Novo Nordisk. On voit les mêmes chiffres, presque même plus élevés, les limites. Et par contre la rentabilité elle est inférieure. Dette, elle est très importante. Dette, elle est plus importante que Roche Holding. Non, franchement, moi, je trouve que c'est trop cher. Personnellement, je trouve que c'est trop cher. Mais par contre, le marché, il aime bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut croire tout ce qu'on veut. Mais le marché, il a raison, elle monte. Donc, elle monte sans correction. À long terme, pratiquement, il n'y a pas vraiment de correction. Même les grosses crises, elle a vécu pas trop mal. Bon, c'est une valeur qui est sympathique. Et en plus, le RSI sur les daily, il est survendu, vous imaginez? Presque. Il est proche de la zone de survente suite à cette correction qu'il a eue depuis les plus hauts. C'est combien? C'est ouais, 20% quand même. Ouais, sur une valeur comme ça, c'est pas mal. J'ai entendu parler, je crois que je risque de confondre les valeurs, mais je pense que c'est... cette valeur, elle est en train de perdre un brevet très important qui contribuait énormément dans son résultat. Donc c'est peut-être ça la raison aussi de cette correction. À voir.
Maintenant, je vous propose de plonger dans le monde des biotech. C'est un monde qui est bien plus risqué, bien plus volatile, mais ça reste quand même toujours intéressant. Moi, je commence par l'action Biogen, c'est une des plus grosses biotech. Et quelle est la différence du graphique que vous voyez sur votre écran? Donc, vous voyez, je pense que très même sur l'écran, après je ne sais pas sur quel support vous me regardez, vous voyez qu'il y a énormément de gaps de partout. Donc les gaps haussiers, les gaps baissiers, les grosses hausses, les grosses baisses. C'est de la volatilité, mais c'est quoi? C'est le pipeline, mes amis. C'est le pipeline, c'est comme ça que vous allez voir très souvent les graphiques dans le monde de biotech. Si vous prenez les biotech moins importantes, ça sera encore pire. Parce que justement, dès qu'il y a une approbation de la FDA, ça s'envole. Dès qu'on s'attendait à l'approbation, mais il n'y a pas eu lieu, ça chute. Et c'est comme ça que ça se passe en généralement. C'est tout à fait normal pour ce type de valeur. Et Biogen, je connais bien parce que j'avais cette valeur. Je fais de l'argent plusieurs fois sur cette valeur. Et son point fort, c'est le médicament contre Alzheimer. Donc, il travaille actuellement. Alzheimer. Je pense que voilà, j'espère que je prononce bien. Et ce médicament, d'après ce que j'ai entendu, il a eu l'approbation récemment, et ça c'est une énorme bonne nouvelle. Et ça fait justement cette hausse que vous voyez sur votre écran, la hausse de 40% en une journée. Donc il y en a eu déjà des grosses hausses, des grosses baisses, c'était justement sur des actualités autour de ce médicament, et actuellement c'est en train d'être confirmé, et je pense qu'ils peuvent décrocher des gros marchés. Bon, encore une fois, c'est le risque, tout peut se passer, on va voir. Ensuite, on va aller un petit peu plus vite. Amgen, c'est pareil, c'est un petit peu la même histoire. On va regarder vite fait maintenant l'analyse technique, parce que sinon la vidéo va être interminable. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ce format, je veux faire de plus en plus. Donc les likes, évidemment, pour moi ça compte, parce que si vous mettez beaucoup de likes, je veux faire beaucoup de vidéos sur les secteurs. Ça me plaît, c'est intéressant, je trouve que c'est assez enrichissant pour nous tous, et pour moi et pour vous. Pour vous j'espère, pour moi c'est sûr. Donc maintenant, Amgen, c'est aussi une grosse biotech, et en plus qui s'approche à son niveau de support. Là, j'aimerais bien quand même la regarder un peu plus en détail du coup. Alors, donc 91 sur 100, profitabilité top, la dette to equity, ouf, la dette 10 fois. Non, c'est pas vrai. Non, il y a un truc colossal vraiment sur la dette. Donc si c'est le cas, dans ce cas-là, je ferme tout de suite parce que avec les taux qui remontent, vas-y pour refinancer une dette comme ça, si c'est le cas. Oh là, 1000%. Oui, non, là je pense qu'on va finir avec cette valeur-là tout de suite. Ça m'intéresse pas, mes amis. Je vais même pas en parler sur ma chaîne parce que les valeurs qui sont tellement endettées. On va même voir, je me demande si les fonds propres ne sont pas négatifs, du coup, avec combien on le paye pour le... Ce qui est intéressant de regarder, ça c'est juste une petite théorie que je vais vous montrer comment analyser les entreprises. Quand vous voyez une dette aussi colossale, il faut toujours regarder interest coverage. C'est combien de fois le résultat est supérieur aux intérêts qu'il paye. En fait, par exemple, imaginons il paye 1 million d'euros des intérêts. Donc si le résultat est 5 millions, donc ça veut dire que ce ratio va être 5. Là, on voit 6,8. Donc, mais c'est pas beaucoup. Parce que si vous regardez par exemple les autres entreprises, on va revenir par exemple sur Roche, que j'aime bien, vous allez voir que ce ratio, généralement, il est bien supérieur à ça. Donc 6,8, ça me rassure strictement pas. Donc là, je veux voir Interest Coverage. Regardez chez Roche, c'est 38 fois. 38 fois. Et là, c'est 6 fois. 6 mots 7 presque, ok. Mais là, donc du coup, c'est vraiment un gros problème. Donc ici, pour Roche, ça veut dire que pour payer sa dette de 110% qui, moi, j'ai estimé comme assez important déjà, ils ont largement de thunes pour le faire. Donc là, Amgen, c'est pas du tout le cas. Donc voilà, ça c'est vraiment un peu merdique. Maintenant vous allez vous fâcher parce que je vais regarder Moderna. J'aime bien cette valeur, oui j'aime bien cette valeur qui a fait le vaccin contre le Covid et qui a chippé toute la population mondiale. Mais pourquoi je m'intéresse? Parce que je vais vous dire une chose, c'est que ces valeurs-là, personne ne les connaissait, personne n'entendait pas parler de ces valeurs avant le Covid. Mais avec le Covid, pour une bonne raison ou pour une mauvaise raison, on est capitaliste, mes amis, c'est une valeur qui a fait énormément du cash. C'est pareil pour BioNTech. Du coup, ça leur permet de financer le pipeline pour des longues années à venir. Et donc là, maintenant, ils sont sur les médicaments contre le traitement contre le sida, apparemment. Donc ils ont sur tout un tas de trucs.
C'est pareil pour BioNTech, un petit peu moins, mais cette valeur-là, je suis quand même assez près de la ramasser à un moment donné, parce que vous voyez, il est quand même pas si mal que ça. Par exemple, à ces niveaux-là de 120 $, il y a un énorme support, et avec un cash qui est là, Moderna, c'est pas une idée stupide de l'avoir dans le portefeuille. Parce que, je dis pas qu'il faut investir beaucoup, mais vous pouvez prendre une petite ligne pour une valeur qui est blindée du cash, qui elle-même peut financer n'importe qui, et elle peut financer surtout et avant tout son cycle opérationnel et cycle de recherche et développement. Donc on va regarder à quoi ressemblent ces fondamentaux, mais ça doit être pas trop mal à mon avis. Donc allez. Mais par contre là, ce que je m'attends, je vous promets que je n'ai pas regardé en avance, c'est que je m'attends que tous les ratios forward doivent être pires que les ratios en cours. Parce qu'aujourd'hui, ils profitent toujours des effets de Covid. Donc après, la profitabilité, elle a chuté. Bon, ROIC, voilà, vous voyez, 51 presque % de rentabilité, mais ça, c'est encore parce que vend des produits liés au Covid. La dette, 0. Voilà, c'est pour cette raison-là, parce que c'est Moderna qui peut financer les autres et n'a pas besoin de financement. Donc 0% de dette. Interest coverage 324, donc évidemment, parce qu'il n'y a pas de dette. PE ratio 7, donc elle est valorisée à que dalle, et EBITDA elle est que dalle à 2 à 2, c'est même ridicule absolument, t'as l'impression qu'elle est gratuite, mais justement parce qu'elle est tout simplement bourrée du cash, cette valeur-là. Après, l'enjeu ici, c'est un petit peu un problème de riche, franchement, parce que l'enjeu c'est est-ce qu'ils vont créer quelque chose, ou bien ils vont tout simplement brûler ce cash, ou bien ils vont le voler de telle ou telle manière. C'est ça la question. C'est ça la question. Et au niveau de manipulation comptable, ça c'est le scoring Benesch. On voit moins 2%. Moins 2, c'est dans la zone normale en fait. C'est pas spécialement en monteur sur la paire, sur sa comptabilité. Encore une fois, c'est pas une garantie, mais il n'y a pas des signes dans la comptabilité qui peuvent indiquer une fraude imminente. Voilà mes amis, sur BNTX c'est un peu pareil, j'ai un peu de BNTX dans mon portefeuille, pas beaucoup, mais c'est exactement le même graphique, vous voyez ça c'est le Covid, là on est retombé sur ses pattes. Et je pense que là on va avoir un peu le même ordre d'idées quoi. Ouf là, 48, non ça c'est un peu pire. Donc Financial Strength par contre la santé financière est encore meilleure, donc encore on fait pas de dette, bon elle peut financer elle-même n'importe qui. 708, bon mais là c'est parce qu'il n'y a pas de dette, c'est pas juste. Donc comme par exemple, vous voyez aujourd'hui les PE ratio il est à 3, mais par contre forward elle est déjà à 16, parce que comme je viens de vous dire, les analystes attendent que ça quand même vont arrêter un jour de profiter de Covid. EV et EBITDA, donc ça c'est très bas, c'est encore une fois une action quasi gratuite, on va dire, qui coûte rien. La rentabilité 93%, quand rentabilité annualisée. Mais bon, évidemment, elles vont pas maintenir ces ratios-là, ça c'est sûr. Mais voilà, vous voyez, c'est un sac au dollar, quoi, vous achetez. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, partager à vos amis. Comme je vous ai dit, je fais maintenant les shorts sur YouTube, vous pouvez me rejoindre sur la chaîne, inscrivez-vous, n'oubliez pas. Et je vous dis à très bientôt sur mon Telegram et sur mindcash.fr où il y a mon blog que je vous invite à lire aussi, ça me fera énormément plaisir. Allez, à très bientôt et passez un bon dimanche, bye bye.